Tu vois, parce que je suis ici. Les gens me voient, on me traite, on me perçoit comme un noir. Mais bro, quand je rentre au pays, là, on me dit d'où tu viens. Et on me traite comme un étranger, comme un blanc. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est un ping-pong culturel où à chaque fois, t'appartiens à l'autre. Parce que tu vois, même mes parents, mon père sénégalais, ma mère québécoise, aucun des deux n'est métis. Bonjour et bienvenue dans ce 1e épisode de votre podcast Francosphère, les influences francophones. Le podcast qui met en lumière les inspirations dans la culture, l'art, l'entrepreneuriat et la société. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, comme vous l'avez sans doute deviné, nous parlerons de culture, d'histoire, de rap. Et nous avons un invité très spécial. Webster, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir de te recevoir ici. Pour moi, c'est un immense plaisir. Il y a une particularité derrière cette réception aussi, parce que je te suis depuis des années, à des kilomètres. Et j'ai une petite anecdote à te partager. J'ai reçu en 2010, quand j'étais plus jeune, à travers un ami, une de tes disquettes. C'était le feat avec Mariem. Okay. Everyday. Yeah. Et pour moi, c'était très particulier parce que c'était une mélodie transperçante, mais l'accent ne m'était pas familier au début. Puis il y a eu QC Histoire X, une autre de tes grandes preuves artistiques. Donc tu comprends bien là que il y a toute une histoire, puis il y a tout un immense plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Bon. Ben ça fait plaisir. Déjà, comment ça va? Oh, ça va bien, ça va bien. Écoute, par la grâce de Dieu, on est là, on se maintient, on se gère, on avance, donc je peux pas me plaindre. Très bien. Ben, tu as été exposé au Musée de la Civilisation en compagnie de plusieurs artistes, et cette exposition retrace vraiment le vécu, l'histoire du rap québécois. Quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est un projet dont je suis très fier. Un projet que vraiment, c'est une idée que j'ai eue un peu par hasard, si on veut. Pour faire la longue histoire, j'étais en train de travailler à une collaboration avec l'Orchestre symphonique de Québec. J'avais déjà travaillé avec eux, et là, on explorait d'autres avenues, en fait, pour retravailler ensemble. Et j'avais proposé de faire une soirée hommage au hip-hop québécois. Donc, de refaire les grands classiques du hip-hop québécois, mais avec l'Orchestre symphonique de Québec. Oui. Et en discutant avec le directeur musical, je disais, mais pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas des activités autour, peut-être des conférences, peut-être pourquoi pas une exposition? Et donc, je disais, pourquoi pas une exposition au Musée de la Civilisation? C'est parti du détour d'une conversation toute simple, et j'ai réfléchi, je suis comme, absolument. Et donc, j'ai approché le Musée de la Civilisation, et je leur ai exposé le projet, et eux, ils ont embarqué très rapidement. Et donc, on a travaillé sur cette exposition-là pendant un bon 2 ans. 2 années. Ouais, avant qu'elle puisse voir le jour là en novembre 2023. Ok, très bien. Toi, t'as grandi dans le quartier Limoilou. Limoilou est reconnu comme le socle, en tout cas, du rap québécois. C'est une grosse empreinte, en tout cas, plein d'artistes, plein de légendes. Parce que moi, je te considère à part entière comme une légende de ce mouvement-là. Comment cette identité-là, cette enfance dans le quartier Limoilou a-t-elle construit, en fait, ton attachement à la musique? Bah, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que il y a le côté musical, mais il y a le côté social aussi. C'est-à-dire que Limoilou, avant même notre naissance, était un quartier qui était déjà marginalisé. Un quartier qui était perçu comme faisant partie de la basse ville, ou qui était perçu de manière négative par la haute ville de Québec. Ma mère est née au quartier. Ma mère est une fille du quartier. Du quartier. Et Oui. elle-même me racontait quand elle était jeune, dans les années 50, 60, comment est-ce que les gens les voyaient de haut. Mais même, on peut remonter avant. Je lisais un bouquin qui date de 1921, Histoire de Limoilou. Et déjà, dans ce bouquin-là, on peut retrouver des particularités du quartier qui lui-même ne se voit pas comme faisant partie nécessairement de Québec, mais ayant son identité propre. Donc, c'est comme si de toujours ce quartier-là a eu sa propre tête dure, si on veut, sa propre manière de voir, de faire, tu vois. C'est vrai. Et nous, après ça,
quand on est né, on a grandi dans le quartier. Tu sais, je dis nous, je parle de Shudi, je parle de moi, je parle des gars qui étaient là dans les années 80, 80, début ouais. 90. Ben, on a toujours perçu cette vision que les gens de l'extérieur avaient du quartier. C'était perçu comme un quartier malfamé, c'était perçu comme un quartier pauvre, c'était perçu comme un quartier qui n'était pas à fréquenter. Tu vois, on jouait au basket à l'époque au secondaire et les autres équipes de la ville avaient peur de venir jouer chez nous. Carrément. Ouais. Et tu sais, c'était la seule équipe noire à Québec. C'était la seule école où t'arrivais, puis dans les gradins, c'était des personnes noires ou latinos ou arabes. Ça se voyait pas encore autant dans les autres quartiers de Québec comme aujourd'hui. À l'époque, c'était ça, les Moilous. Et tu voyais les gens arrivaient des autres quartiers, les parents arrivaient, les joueurs arrivaient. Puis, ils avaient peur, bro. Et donc, tout jeune, on a ce sentiment de l'altérité-là. On a ce sentiment d'être autre chose, de pas nécessairement fitter dans le mode que les gens, la vision que les gens se font de ce qu'est un habitant, une habitante de Québec. De Québec, c'est vrai. Et en plus de ça, ben, t'as le rap qui rentre dans nos vies. Ce que tu dis est très important parce que t'étais au début. Tu fais partie des pionniers, en tout cas, dans le sens large du rap québécois. Et quel est le regard que t'as de l'évolution du mouvement avec tous ces vents qui viennent? Comment perçois-tu aujourd'hui le rap québécois? Ben, déjà, je pense qu'on doit parler d'une évolution, puis il faut revenir au début, si on veut. Et j'ai envie de dire plutôt à nos débuts, parce que récemment, et notamment avec l'exposition, et le travail notamment de Félix B. Desfossés et Capois la mort, eh bien, on sait que le rap ne commence pas ici dans les années 90, mais au début des années 80. 80. L'un des premiers endroits où le rap s'exporte après New York, c'est Montréal. Et Montréal est l'un des premiers endroits au Canada où est-ce que le hip-hop a vécu de cette manière-là, dès le début des années 80, même la fin des années 70. Mais nous, nos débuts, c'est les années 90. Cette histoire-là, on l'a pas connue. Et donc, le rap arrive vers nous. Nous sommes les premiers à Québec vraiment à être exposés à la culture hip-hop et l'embrasser. Et enfin se dire, nous voilà. Parce qu'on va passer toute notre jeunesse ici à regarder la télé, ne pas se voir à la télé, écouter la radio, ne pas s'entendre à la radio. Et donc, de consommer une culture qui finalement ne nous représente pas ou ne nous inclut pas dans ces différentes articulations artistiques. Et donc, le hip-hop, tout d'un coup, on l'a vu, on s'est dit, shit, yo, ça, c'est nous. C'était assez représentatif, là. Exact. Et donc, c'est comme ça qu'on a adopté la culture hip-hop. Mais en plus de ça, le hip-hop est un mouvement très territorial. Tu représentes ton coin, tu représentes ta rue, tu représentes ton bloc, tu représentes d'où est-ce que t'es. Et donc, pour nous, ça a été un moyen de prendre l'image négative que les gens nous renvoyaient de Limoilou, ce que nous sommes, de le prendre sur nos épaules puis de dire, tu sais quoi, oui, nous sommes Limoilou. C'est nous. On est fiers de où est-ce que nous sommes. Et la vérité, avant nous, les gens ne clamaient pas Limoilou comme ça. Tu vois? Donc, quand je parle de nous, je parle des guys de Limoilou Stars, je parle de la génération des gens qui ont grandi dans Limoilou, qui l'ont porté. Pas juste le hip-hop, mais aussi nos collègues de classe, des gens qui sont dans le rock, qui sont dans le punk. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Mais qui ont grandi dans le quartier et qui l'ont porté. C'était comme un mouvement de masse parce qu'on se disait, tu sais quoi? On n'en a rien à foutre de ce que vous dites de nous. Nous sommes ce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on en a tellement fait un bon boulot qu'aujourd'hui, le quartier se gentrifie parce que les gens ont plus peur de venir, tu vois. C'est vrai, ça c'est vrai. Et moi, je voulais revenir sur un truc aussi en parlant des débuts. En t'entendant parler, là, je me suis inspiré à te poser une question. En parlant des débuts, t'as parlé de Shodi, t'as parlé de cette ferveur dans le quartier. Est-ce qu'il y avait des artistes ou des mouvements venant peut-être des USA ou de Montréal qui vous ont influencé à vous dire, bah écoute, moi, Webster, je vais me lancer dans ce mouvement-là et je vais apporter ma pierre à l'édifice. Oui, mais mes grandes influences hip-hop sont certainement Wu-Tang et Nas. Sont les rappeurs intello, les rappeurs qui écrivent avec différents niveaux de compréhension, qui m'ont permis d'assumer mon intellectualisme. Oui. Parce que depuis tout jeune, je suis dans les bouquins. Depuis tout jeune, je passe mes journées à la bibliothèque. J'étais toujours intéressé par la lecture, par bien des choses, mais je voyais pas nécessairement comment est-ce que tout ça pouvait fitter, tu vois. Mais quand je vois des gens comme Wu-Tang
ou Nas ou KRS-One ou Brand Nubians, ou les gens vont rapper la culture, vont rapper l'histoire, vont rapper les livres. Tout d'un coup, je suis comme, oh shit, ok, ça c'est moi. Encore plus, tu vois. Et donc, ces gens m'ont permis d'assumer ce que j'étais et de pas avoir à jouer un rôle, entre guillemets, ou représenter ce que je suis pas, tu vois. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est un mouvement, le hip-hop des années 90 de New York, nous a beaucoup influencé. Et ce qui nous a amené finalement, notamment à fonder Limoilou Stars. Je veux dire, on est dans la lignée des gens qui émulaient Wu-Tang. Oui. Tu vois, que de voir un groupe, ils sont 9 et tout le monde est dope et ils sont là et ils font beaucoup de bruit. Oui. Et Ouais. donc, c'est comme ça que Limoilou Stars naît. C'est comme ça que 8-3 naît. C'est comme ça que bien des crews dans le hip-hop québécois sont nés. Et donc, c'est comme ça on a rallié JLD, Zapparo, Eddie Roots, Les Sosies, Shomi, Loki, Assassin, Seth, avec Shudi et moi. Donc, c'est vraiment comme ça que Limoilou Stars est né au tournant des années 2000. Très bien. Dans la même lancée, en parlant de toi, moi j'ai remarqué que tu veux transmettre dans tes textes, tu transmets beaucoup d'émotions, puis tes textes ont une connotation très profonde. Qu'est-ce que tu veux transmettre réellement lorsque tu écris? Wow, c'est une bonne question parce que j'ai différentes approches de mon écriture. Oui. D'un côté, j'ai une approche où je veux transmettre quelque chose comme une information. Et d'autres fois, je veux juste, disons, transmettre une émotion dans le sens, yo, regarde comment j'ai flip ça. Tu vois, regarde ma métaphore, c'est dope, hein? Donc, C'est vrai. d'un côté, il y a le transmettre une information, mais de l'autre, comme j'écris pour écrire et je fais des jeux de mots, je fais des acrobaties et je veux que les gens voient, parce que comme, oh shit, yo, t'as fait ça comme ça. Je suis Ouais. comme, ouais, j'ai fait ça comme ça. Tu vois? Mais ton album Le Vieux de la Montagne a marqué un tournant de ta carrière. Dans quel état d'esprit tu l'as conçu, cet album-là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mais tu vois, c'est drôle parce que je l'ai jamais perçu comme un tournant dans ma carrière. Je l'ai jamais vu comme tel, mais avec le recul, je me rends compte que effectivement, je pense que ça a été un tournant parce que faut se rappeler que j'ai rappé longtemps en anglais. Oui. J'ai fait mon premier album solo en anglais, l'album double avec Shudi. L'album avec Limoilou Style aussi. La Sagesse Immobile en 2007 était mon premier album solo en français, mais ça faisait seulement 4 ans que je rappais en français. Oh. Le Vieux de la Montagne, qui est sorti en 2010, j'avais déjà raffiné mon écriture Oui. et donc c'était déjà un meilleur album où j'ai pu montrer aux gens ce que j'étais capable de faire en français, tu vois. Mhm. Et donc à partir de cet album-là, c'est là que je me suis dit que je devais essayer à faire du rap une carrière. Et à l'époque, je travaillais au lieu historique Quartier Brébeuf, dans Limoilou, en tant que guide-interprète pour Parc Canada. Et c'est avec la sortie de cet album-là que j'ai laissé ce boulot-là. Je me suis lancé dans le travail autonome. Sans trop savoir. Puis bon, rapidement, je me suis rendu compte que les ventes d'albums, c'est pas ça qui allait payer mon loyer, ni les redevances de musique. Donc, j'ai dû me débattre finalement pour pouvoir faire une carrière de ce que j'aimais, du travail des mots, du travail des idées. Donc, je me suis mis à donner des ateliers d'écriture pour pouvoir survivre. Et de fil en aiguille, je me suis mis à donner des conférences aussi et mieux centrer le travail que je faisais en histoire, qui m'a permis finalement de développer 2 avenues qui sont le rap et l'histoire qui se nourrissent l'une et l'autre. Et ce qui est particulier, c'est qu'à cette époque-là, le rap était au centre de ma vie et l'histoire était en périphérie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'histoire est au centre de ma vie et le rap en périphérie. Mais c'est pas parce que c'est en périphérie que c'est négligé. C'est juste que ça joue un rôle moins actif dans le travail que je fais, dans les activités que je fais, mais c'est toujours là et les deux m'habitent toujours, quel que soit mon positionnement. Ça c'est très important. Ça définit aussi bien ton identité. On va parler de ton identité. Mhm. Tu te définis si bien comme un Sénégalais. Mhm. Parce qu'il faut le savoir, Webster est né d'un père sénégalais et d'une mère québécoise, Mhm. canadienne. Et selon toi, est-ce que ce métissage, cette richesse culturelle, t'a-t-elle fragilisé, comme on le dit, hein? Est-ce que le métissage, ça renforce ou ça fragilise en même temps? Ça dépend, vraiment. Je dirais que c'est à double tranchant.
C'est-à-dire que j'ai vu des gens dont le métissage les a brisés, en fait, parce qu'ils ne se sentaient pas acceptés à nulle part, et d'autres que ça renforcit. Mais il y a un travail individuel à faire par rapport justement à ce positionnement-là. Tu vois, parce que je suis ici. Les gens me voient, on me traite, on me perçoit comme un noir. Mais bro, quand je rentre au pays, là, on me dit d'où tu viens. Et on me traite comme un étranger, comme un blanc. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est un ping-pong culturel où à chaque fois, t'appartiens à l'autre. Donc, tu fais quoi? Et c'est ça qui brise les gens. C'est comme t'es jamais véritablement à ta place. Et c'est un moment donné, pour moi, où j'ai fait beaucoup de travail dans ma tête. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je suis tout ça, bro. Je suis pas 50% de un, 50% de l'autre. Je suis 100% de un et 100% de l'autre. Une très belle perception. Ouais, en fait, ça, c'est une femme, une fois, qui m'a dit ça, qui m'a expliqué ça comme ça, et je réutilise finalement je la cite, j'ai oublié son nom, mais je la cite quand même, parce qu'elle, elle-même était métissée, elle me disait ça comme ça. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je suis sénégalais, et je suis québécois, et je suis canadien, et je suis terrien, tu vois, Citoyen du monde, là. Exact, moi, je prends tout ça, j'ai pas à faire de choix, en fait. J'ai pas à faire de choix, je suis tout ça, mais il y a pas personne qui te l'explique, ça. Parce que tu vois, même mes parents, mon père sénégalais, ma mère québécoise, aucun des deux n'est métis. Tu vois? Donc, les deux vivent l'un et l'autre, mais ils n'avaient pas nécessairement les outils pour rentrer dans ma tête comme moi je l'ai fait. C'est vrai. Parce que eux vivent leur propre réalité. Bien sûr, ils m'ont accompagné, et puis je pense que la présence de mon père a été pour beaucoup, dans le sens que lui-même m'a permis de me connecter avec mes racines sénégalaises. La présence de ma mère me connectait avec mes racines québécoises. Et pour moi, c'est d'en faire un tout, tu vois. Mais ça, il n'y a pas personne qui te l'explique, il n'y a pas personne qui fait ce travail-là pour toi. Et j'ai vu des gens que ça, comme on dit, que ça a fucké, tu sais. Mais Dieu merci, j'ai pu me créer cette identité-là, puis me dire, tu sais, l'image qu'on se fait du Québécois, c'est pas moi, mais je suis Québécois. L'image qu'on se fait du Sénégalais, c'est pas moi, mais je suis Sénégalais. Je suis tout ça à la fois. Un Sénékeb, métis, pur laine. Et tu vois, le métis pur laine, c'est ça aussi le jeu de mots, parce que on le voit comme des contraires. Un métis, normalement, n'est pas pur laine, et une personne pur laine n'est pas métissée. Mais moi, je suis tout ça à la fois. Et comme, tu sais, souvent, les gens disent, ouais, Québécois de souche. Mais je dis toujours, est-ce que tu as déjà vu une souche avec une seule racine? Une seule racine. Les souches ont plusieurs racines, tu vois? Et donc, c'est ça, c'est un travail constant et perpétuel. Ben, non, pas perpétuel. C'est quelque chose que j'ai fait plus jeune, et maintenant, écoute, c'est assumé, puis pour moi, je continue ma life, je suis ce que je suis, puis that's it, hein. Ça, c'est très bien. T'as parlé de ton identité, de ce que ce métissage-là a forgé en toi. T'as eu à faire quasiment, j'ai pas envie de dire le tour du monde, là, mais t'as eu à faire presque 3 ou 4 continents déjà. Ah ouais, bah j'ai littéralement fait le tour du monde. Le tour du monde, c'est-à-dire partir oui, puis partir d'un point de départ et aller toujours en ligne droite et revenir à mon point de départ. Ouais. Donc mais en voyageant, en parcourant tous ces pays, tous ces continents, quelles ont été les expériences qui t'ont le plus marqué là, s'il faut en citer 2? Ouais, la vérité, comment dire? Et à partir du moment où je me suis assis dans un avion, là, j'ai regardé dehors, j'ai vu les nuages, puis j'étais comme, oh shit, c'est le rap. C'est le rap qui m'a mis là. Ouais. Pour moi, ça a changé ma perspective. Et je me suis dit, tu sais, je suis pas un rappeur pop, je suis pas un rappeur qui a un succès radiophonique. Je suis un vieux rappeur qui rapidement s'est rendu compte qu'il faisait pas le type de rap qui plaisait à la grande masse. Je suis un rappeur assez niché, si on veut. Et je me suis rendu compte que je pouvais vivre de ce que je fais et voyager de ce que je fais en tirant quelques ficelles ici et là, en lançant les ficelles, en essayant de les attacher. Et donc, toutes ces tournées-là que j'ai fait 17 pays jusqu'à maintenant. Wow. Et les 3/4 du temps, eh bien, c'est moi qui ai fait le démarchage pour partir. Et donc, je fais les démarches, et quand il y a des gens qui sont intéressés, ben, je prends ça, je les envoie au label ou à mon agent qui, eux, coordonnent ou s'occupent de la logistique. Mais tout ça, je l'ai démarché parce que je me suis dit, tu sais quoi, je veux pas juste attendre que les choses se passent. Je suis un rappeur atypique. Est-ce que je vais juste me dire, bon, ben écoute, c'est ça, j'ai fait une couple d'albums, puis that's it? Ou non, je vais essayer d'amener ça au maximum. Et c'est ce qui fait que, j'ai rappé en Inde, j'ai rappé en Chine, j'ai rappé au Népal, je vois l'Himalaya devant moi.
Waouh. Tu vois, yo, je marchais sur la grande muraille de Chine, j'ai été dans le désert mauritanien, yo, j'ai fait Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, j'étais dans des vieilles cités suisses, j'ai vu les Alpes avec GLD, on était dans les Alpes suisses, yo, on est arrivé la nuit, ok, on voyait rien de tout ça, on arrive dans un chalet, on est dans la nuit, on arrive en Suisse, et là, je me réveille le matin, j'entends GLD, il me crie Web, Web, lève-toi. J'étais couché sur le divan, tout fucked up. Dis, lève-toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, bro? Viens. Yo, je sors sur le balcon. Je vois les Alpes majestueuses. On était dans Waouh. les Alpes, bro. Une des choses les plus belles que j'ai vues de toute ma vie. C'est Et c'est le magnifique. rap qui m'a amené là, tu vois. C'est ça. Ça, c'est... Et pour moi, c'est ça le rap. Mhm. Au-delà d'avoir des views, d'être écouté, au-delà de faire de l'argent, c'est les expériences que j'ai pu vivre à travers le rap qui me nourrissent, tu vois. C'est très bien. Hmm. Puis, au-delà de toutes ces choses-là, tu es reconnu comme un parolier, un lyriciste. En plus de ta carrière musicale, tu es également un écrivain. Un écrivain aujourd'hui aussi, jusqu'à présent, j'allais dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce si beau livre que je nomme en tout cas à Lampe des feuilles? Qu'est-ce que tu as réellement voulu transmettre Oh, dans ce livre-là? tu vois, ça c'est particulier parce que ce livre-là existe en raison de sentiments négatifs. Peux-tu nous en dire plus? C'est-à-dire que j'ai sorti Le Vieux de la Montagne en Oui. 2010. Oui. Mon album suivant s'appelait À l'ombre des feuilles en 2013. Dans les 3 ans d'interstice, j'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai fait beaucoup de médias, et j'étais toujours appelé le rappeur sage, le rappeur intellectuel. Mais j'allais pas pour nécessairement parler de rap. J'allais pour parler d'histoire, j'allais pour parler de racisme, j'allais pour parler d'actualité, mais pas nécessairement de rap. Mais j'étais toujours le rappeur ci, le rappeur ça, tu sais. Puis il l'utilisait toujours comme de manière antinomique, le rappeur sage ou le rappeur intellectuel, comme si les deux étaient opposés, tu vois. Et donc, quand j'ai sorti À l'ombre des feuilles, l'album, j'ai fait l'erreur d'avoir des attentes. Tu vois, et quand tu fais du rap au Québec, du moins quand aujourd'hui ça change, mais à l'époque, Mhm. le truc, c'était de faire du rap, sortir des albums, mais ne pas avoir d'attente. Tu t'attends à rien. Comme ça, tout ce qui arrive, tu le prends comme une Je prends. bénédiction, C'est tu ça. vois. Mais si t'attends, ça arrive, puis tu trouves que c'est acquis, c'est normal, tu vois. Et donc, j'ai fait l'erreur d'avoir des attentes. Et bien sûr, l'album est sorti et ça n'a pas atteint les attentes. C'est-à-dire que j'avais été pas mal médiatisé avant ça. Et les médias n'ont pas vraiment parlé de cet album-là, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, tu sais, avec le degré d'écriture, les gens vont apprécier tout ça. Mais non, parce que c'était encore perçu comme juste du rap. Du rap. À une époque où le rap n'est pas accepté. Accepté. Aujourd'hui, il est un peu plus. Il y a toute une autre discussion à avoir autour de ça. Mais à l'époque, c'est pas accepté. Donc, je suis pas vu comme un parolier. Je suis vu comme un rappeur, tu vois. Et ça, je te dirais, cette attente-là m'a plus que déçu, m'a plongé en fait dans une dépression professionnelle où là j'ai arrêté de rapper. J'ai demandé aux gars, ils vont te dire yo Web, il avait arrêté de rapper. C'est comme pendant quelques années, je voulais plus rien savoir du rap, mais je me disais j'avais un sentiment d'amertume. Puis je me dis ces gens-là qui aiment les bons textes tout ça, puis qui lèvent le nez sur nous parce qu'on fait du rap, c'est quoi s'ils veulent pas l'écouter, ils vont le lire. Ils vont le lire et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre parce que je voulais qu'ils puissent comprendre la richesse de notre culture, la richesse du hip-hop et la vérité, ça me rendait très aigri qu'on puisse avoir la culture littéraire la plus riche dans le monde musical, mais qu'on ne nous considère pas comme telle. Et donc, j'ai d'abord commencé parce que le livre est divisé en 3 parties. Mhm. Et j'en ai fait une partie biographique parce que je voulais que les gens puissent comprendre par où nous sommes passés en tant que culture. Mhm. Comment est-ce que le rap s'est vécu ici au début des années 90? Parce que c'est une histoire qu'on connaît, c'est une histoire qu'on se raconte oralement, mais qui n'était pas nécessairement ancrée sur papier. Ancrée dans le sens de l'encre, là. De You l'encre. know? Oui. Totalement. Ensuite, la deuxième partie, c'était inspiré de mes ateliers d'écriture. Mhm. Donc vraiment la théorie de l'écriture d'un texte de rap. Comment est-ce que on écrit le texte? Comment est-ce qu'on enrichit le texte? Et la troisième partie, c'est de l'analyse de texte. Comment, mettons, je dis, bon, cette métaphore, voici ce que je voulais dire. C'est 4 lignes, mais c'est tout un long paragraphe pour exprimer ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment un moyen de décortiquer mes textes
de décortiquer notre manière d'écrire pour justement dévoiler aux gens ces différentes clés et toute la richesse de notre culture. Dans la même lignée, tu as écrit le grain de sable, qui raconte un peu l'histoire de, pas un peu, qui raconte totalement l'histoire d'Olivier le Jeune. Qu'est-ce qui rend cette histoire assez significative pour toi? L'histoire d'Olivier le Jeune, pour moi, est super importante parce que Olivier le Jeune représente beaucoup de choses, mais notamment le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada, qui arrive en 1629. Cette année, ça fait 395 ans qu'il y a une présence africaine ici. Et on n'en parle pas souvent. Hein. Et qui n'est pas encore reconnue. Et je l'écris, je le fais parce que je veux que les gens qui sont ici se disent, c'est quoi? Yo, ça c'est chez nous aussi. C'est chez les Autochtones. On s'entend. Ce sont chez les Premières Nations autochtones. Mais dans le contexte colonial, nous sommes ici depuis pratiquement aussi longtemps que les Français. Tu vois? Mais pourtant, on ne nous reconnaît pas comme tels. Et Olivier le Jeune, pour moi, c'est ce qu'il représente. Mais il représente aussi les débuts de l'esclavage ici. Une pratique qu'on a tenté d'oublier, de nier, et qui a eu cours ici aussi. Et donc, c'est une chose dont il faut parler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mon travail, de mes interventions, qui tournent autour du vécu d'Olivier le Jeune. Et le livre jeunesse, ben, ça permet aux enfants eux-mêmes d'entrer en contact avec cette histoire-là. Parce que mon pari, c'est que aujourd'hui, c'est une histoire qui est encore nichée. Elle n'est pas encore normalisée. Mais je me dis, si les enfants l'apprennent là à l'âge de 7 ou 8 ans, ben j'imagine que dans 10, 15 ans, ça va être quelque chose qui est considéré comme normal. Moi, je rêve du jour où est-ce qu'on me dise, ah ouais, c'est bon, on connaît Olivier le Jeune, là. Tu vois? Je rêve du jour où les gens vont me dire, oh, c'est bon, merci. Tu vois? Et je pense qu'on est sur la bonne voie là, avec tout cet engagement-là. Ben, on va parler d'une autre de tes facettes, parce que tu en as plusieurs, celle du conférencier. Tu as parlé des enfants et d'engagement aussi. Dans ton engagement social et conférences d'histoire que tu donnes de partout, j'ai revu une de tes vidéos où tu as donné un atelier d'écriture aux États-Unis. Je pense qu'il y a plusieurs années, plus de 10 ans quand même. Mais qu'est-ce qui te motive à partager tes connaissances au grand public juvénile, aux jeunes principalement? Bah, il y a plusieurs éléments là. C'est que déjà, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur l'écriture. Pour moi, l'écriture a toujours été importante parce que je viens d'une époque où c'était ça qui était au centre du rap. C'est-à-dire, yo, tu peux pas venir faire des mauvais textes. Si t'es un mauvais rappeur, ça passe pas. Ça passe pas. Aujourd'hui, ça va. La tendance, elle a un peu changé. Tu peux écrire des mauvais textes et que les gens apprécient ta musique. C'est vrai. À l'époque, c'était beaucoup plus rare. Si ton texte est pas bon, c'est comme, yo, faut vraiment que ta musique soit bonne pour que, à l'époque, c'est surtout quand on rappait comme ça, on faisait des cyphers, des trucs comme ça, ton texte est pas bon, bro, tu te présentes pas. Tu vois? Et donc, j'ai l'impression que ce qu'on appelle la voix de la plume est quelque chose qui, c'est quand même, qui peut-être revient tranquillement, mais au cours des années 2010, début 2020, quelque chose qui était moins présent, et que les gens y portaient moins d'attention. Et j'ai voulu perpétuer cette tradition-là, notre tradition d'écriture compliquée. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis à donner ça dans des écoles, d'abord au Québec, d'abord à Québec, ensuite au Québec, et par la suite beaucoup aux États-Unis. Des ateliers d'écriture que j'ai donnés à Harvard, que j'ai donné à Georgetown, que j'ai donné à UCLA, que j'ai donné à Howard University, que j'ai donné dans des universités en Chine, que j'ai donné au Japon, que j'ai donné vraiment au Sénégal aussi, au Mali, donc vraiment partout. Et à chaque fois, je me suis rendu compte de la force du hip-hop et la force connective du hip-hop. C'est-à-dire que partout où je vais, eh bien, on connecte avec le hip-hop. Parce qu'il y a des gens qui rappent partout. Et donc, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de faire. Et même quand on ne parle pas la même langue, ben, on parle hip-hop. Et ça, c'est vraiment une richesse planétaire. En parlant de hip-hop, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu des tours Québec Historics. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait et parle-nous un peu plus de ça. Donc, Québec Historics, les tours guidés, c'est vraiment dans cette initiative de faciliter le contact avec l'histoire afro-québécoise et afro-canadienne. Parce qu'encore une fois, on n'a pas assez d'éléments pour faciliter cet accès-là, tu vois. Oui. Et donc,
quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, le seul véhicule de communication que je possédais, c'était le rap. Mhm. Donc, j'ai commencé à rapper à propos de cette chanson-là, d'où la chanson Québec Historique. Oui. Mais de fil en aiguille, puisque je voulais toucher tout le monde, je pouvais pas juste faire ça avec le rap. Donc, je me suis mis à donner des conférences. Mais en donnant des conférences, je peux pas toucher tout le monde non plus, parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par des conférences. Donc, j'ai appliqué le matériel des conférences sur les lieux, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, l'histoire a lieu à quelque part. Et donc, j'ai répertorié les lieux qui étaient en lien avec cette histoire-là et je l'ai fait visiter. Et ça, cette idée-là m'est venue de Gorée. Parce que j'étais au Sénégal en 2014 et je suis parti visiter Gorée avec, à chaque fois que je suis au Sénégal, je vais passer au moins une journée là-bas. Et quand tu es sur le bateau, même avant de monter sur le bateau, tu as toujours des gens qui viennent et disent « viens, je vais te faire une visite guidée. Viens, tu vas voir, tu es sur le bateau. Viens avec moi, tu descends du bateau. Viens, je vais te faire une visite guidée. » Et je me suis mis à réfléchir à ça. Puis c'est une bonne idée, c'est un bon hustle, tu vois. Puis je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je ferais pas ça à Québec avec les informations que j'ai déjà? Mm-hmm. » Et donc, je suis revenu. Tout de suite, je me suis inscrit à un cours parce qu'à Québec, tu peux pas juste décider de faire des visites guidées. Ça prend un permis. Et pour avoir ce permis-là, il faut suivre un cours. Donc, à ce moment-là, je suis retourné au school. C'était des cours du soir, là, 2 fois semaine, pendant 1 an. Je suis allé chercher le permis. Et tout de suite, j'ai monté mes visites. Et c'est la 9e année, cette année, que je donne les visites guidées. Okay. Ouais. Que j'ai appelé Québec Historique en raison de la chanson. Parce que ça a été ma première initiative pour mieux partager l'histoire afro-québécoise et afro-canadienne. Eh bien, maintenant, tout ce que je fais, c'est toujours dans le cadre Québec Historique. C'est comme ça que j'ai appelé les tours guidés, de cette manière. Chaque artiste a sa particularité, encore plus pour ton cas, parce que t'as plusieurs casquettes. T'es conférencier, t'es artiste, t'es écrivain. Je ne douterai pas que t'es pas souvent à la maison. Donc, j'aimerais savoir, en fait, comment tu gères la conciliation entre le travail, la famille, et puis toutes ces casquettes-là? C'est une très bonne question, parce qu'avant la naissance de ma fille, j'étais souvent parti. J'étais beaucoup à l'international, je voyageais très souvent. Des fois, j'étais parti 1 mois, je faisais comme 3 ou 4 pays en 1 mois. Oh, c'est beaucoup quand même. Ouais, non, c'est ça. Tu passes comme 3 jours, 4 jours dans un, tu pars dans l'autre. Et c'était fascinant, j'adorais ça. Mais depuis la naissance de ma fille, j'ai mis une pause sur les voyages à l'international. Toi, comme il y a 2 semaines, j'étais à Paris, mais je suis parti 2 jours. In and out, juste faire l'événement que j'avais à faire, parce que je veux pas être un père à distance. Je veux pas être un père Zoom là ou WhatsApp vidéo que je vois ma fille, mais qu'on connecte pas. Donc, je vais être là quand ma fille fait ses premiers pas. Je vais être là pour changer sa couche. Je peux pas juste laisser tout le poids du boulot sur les épaules de ma femme. Tu vois, pour moi, c'est important d'être là 100%, tu vois. Totalement. Et donc, je suis 100% là dans la vie de ma fille. Maintenant, je bouge beaucoup plus entre Québec, Montréal. Et à chaque fois que je peux, même très souvent, je l'amène avec moi. J'amène ma fille avec moi chez mes parents ou des fois même dans mes événements. Est-ce qu'elle est déjà consciente de qui est son père ou non, pour l'instant c'est un flou, ouais, non, c'est un grand flou là. C'est papa là. C'est même Ali. Donc à la maison c'est Ali là. Ma fille m'appelle Ali. Tu vois, je dis qui? Elle dit papa. Ouais. Mais tu sais, comme c'est ça, elle a pas confiance. Et même est-ce qu'un enfant prend même conscience de ce que son daron fait? Avec l'âge peut-être là. Peut-être. Mais c'est ça. Donc pour moi, j'ai vraiment voulu step up mon rôle de père parce que c'est une fois. C'est une fois. Tu fais ou tu fais pas. Tu peux pas refaire, tu peux pas reprendre. Oui, on s'entend. Tu peux raccommoder. Mais je veux pas raccommoder. Je veux tout simplement être là puis step up. Et pour moi, c'est ça la paternité. Mais pour moi, c'est ça la masculinité. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Comme pas les trucs de macho ci, macho ça. C'est comme non. Moi je vais cook. Je vais faire le ménage, je vais changer les couches, je vais lire une histoire à mon enfant, bro, je vais jouer au thé avec elle, à me servir du thé, je vais boire. De très belles anecdotes aussi à retenir là. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois en tant qu'homme. Pour moi c'est ça et donc donc j'essaie beaucoup que le travail n'empiète pas sur ma vie familiale, tu sais, c'est sûr mon métier est atypique. Donc, c'est sûr que je suis appelé les soirs, les fins de semaine à faire des choses.
mais j'essaie de les réduire au minimum. Et avant, je me lève le matin, je travaille jusqu'à minuit le soir. Plus maintenant, je me lève, je m'occupe de ma fille, je bosse, je vais la chercher à la garderie, puis je bosse plus tant qu'elle est pas couchée, tu vois, parce que ça, c'est devenu ma priorité. Très bien. On va revenir à Webster. Merci de nous avoir donné un peu plus d'éléments sur la personne d'Ali. En tant que Webster, t'es, comme je l'ai dit en amont, un pionnier du mouvement ici au Canada et bien au-delà, dans la francophonie aussi. T'es considéré par beaucoup comme une légende. Mais comment perçois-tu l'impact de l'art et de la musique face aux inégalités sociales, face à tout ce qui est lutte pour l'égalité, la justice sociale et autres, et comment toi, ton travail à toi, s'inscrit dans cette lancée-là? Wow. Bah, déjà, juste, comme on dit, for the record, je me considère pas moi-même comme une légende. Tu Par vois? beaucoup, hein, par beaucoup. Bah, Dans écoute, ça appartient aux gens. C'est eux de Totalement. décider ou pas. Mais pour moi, c'est des choses auxquelles je pense même pas. Tu vois, Mhm, je me dis juste, je fais. Je fais that's it. Tu sais, comme dire Wolof rec. Tu vois, je fais mhm, rec, je fais. Et après ça, les gens jugeront. Tu vois. mhm, Mais effectivement, il y a beaucoup d'injustices, d'inégalités. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pendant longtemps, je rappais à ce sujet. Mais vite, je me suis rendu compte que, au final, si je fais que rapper à ce sujet, mais j'agis pas dans ma vie de tous les jours, je fais que parler. mhm. Tu vois, c'est pas parce que je fais une chanson à ce propos que les choses vont D'en changer. Tu changer, vois. totalement. Et donc, aujourd'hui, c'est assez particulier parce que je rappe beaucoup moins à ce sujet. J'ai des chansons parfois qui touchent aux inégalités, des choses comme ça. Mais je vais rapper à propos d'autres choses parce que pour moi, ce qui est important, c'est que ma vie soit engagée. Mhm, C'est que dans ma vie de tous les jours, j'essaie de contribuer au changement. Et pour moi, j'essaie de le faire notamment à travers l'histoire, à travers mes interventions, pour que les gens puissent mieux connaître cette histoire-là. C'est pas ça qui va empêcher les inégalités. C'est pas ça qui va arrêter le racisme. Mais c'est un bout de boulot qui doit être fait aussi. Donc, moi, je le fais là-dessus. Puis après ça, s'il y a autre chose que je peux faire à chaque fois, que ça soit, je sais pas, donner de l'argent, aller manifester, être présent, être vocal pour certaines choses, je vais le faire, tu vois. Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut chacun contribuer à la hauteur de ce que nous sommes. très bien. Et moi, je tenais aussi à te féliciter pour cette empreinte-là. Est-ce que tu Merci. as des projets futurs en ce moment Ouais, ou des aspirations? j'ai deux bouquins jeunesse que je suis en train de compléter, Oui. qui vont sortir dans les prochaines années. J'ai un livre aussi, un essai sur l'histoire que je suis en train de préparer tranquillement. J'ai un nouvel album que je suis en train de compléter. Et je pense que c'est la première fois que j'en parle dans un média. J'ai passé l'été en studio. Ça faisait peut-être 4 ans que j'accumulais les chansons. Oui. Et donc là, c'est ça, j'ai enregistré. Il me manque juste 2, 3 refrains à enregistrer. Puis l'album est bouclé. Il sera prêt pour quand? Je sais pas, et c'est ça la beauté de la chose. Mhm. C'est que puisque personne attend cet album-là, j'ai Plus, pas de date de sortie. Je le fais quand je veux. Ça sortira quand je voudrais. Je sais pas encore. Je me dis peut-être quelque part cet hiver mhm. ou à l'automne prochain, je sais pas, mais je suis pas stressé et c'est ça, je te dirais, le privilège du vieux rappeur. Tu vois? Quand t'es un jeune rappeur, c'est, faut que j'aille en studio, faut que j'enregistre, faut que ça sorte, faut aussi ça. Là, maintenant, je suis un vieux rappeur. Je suis comme, tu sais quoi? Vous prendrez ça quand je serai là. Mais je suis très satisfait. Ben nous, on va rester en attente de ces nouvelles et on est sûr qu'il y aura plein de surprises aussi. En parlant d'avenir, on va parler des jeunes. Quel message pourrais-tu passer à cette jeunesse-là? Hmm. Yo, tu sais, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas facile. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui. Donc, il faut bosser. Il faut travailler fort. Mais faut pas devenir non plus esclave du rêve ou de l'argent ou des ambitions. Et pendant longtemps, pour moi, tout ce que j'avais en tête, c'est bosser, bosser, bosser. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, il faut vivre aussi, bro. C'est vrai. Faut vivre. Et donc, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre bosser, mais apprécier la vie, s'occuper de la famille. Et quand je parle s'occuper de la famille, c'est pas juste s'occuper des enfants, mais s'occuper des parents aussi, s'occuper des amis, maintenir les amitiés. Et donc, je pense qu'il faut
je pense que le mot-clé ici, c'est équilibre. Mais qui connaît l'équilibre avant la vieillesse, tu vois? Je veux dire, quand t'es jeune, tu veux faire tout très vite, tout dans les extrêmes. Et peut-être ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est s'il vous plaît, faites attention à vous. Yo, tu sais, le monde va mal et on tombe dans beaucoup de schèmes de consommation. Oui. Consommation des médias sociaux à outrance. On n'est même plus capable de porter attention, de se porter attention les uns les autres. Consommation de l'argent ou des biens à outrance aussi, des choses dont on n'a pas besoin. Consommation des amitiés ou des relations intimes de manière jetable aussi, de se faire attention à soi, de faire attention aux autres. Et consommation de drogue et d'alcool aussi. Yo, j'ai l'air d'un vieux là, mais je suis vieux, je vais le dire là, mais faites attention à vous s'il vous plaît là. C'est pas tout ce que tu mets dans ton corps qui est bon là. Puis on l'a trop vu autour de nous et je vous le dis s'il vous plaît, faites attention à vous, essayez de vivre sainement. Puis yo, more power to you, grande force à vous. Puis on se voit sur le sentier. Parole du sage. Ben Webster, moi je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et de contribuer aussi positivement à cette émission. Ouais, merci à vous de l'invitation. Nous, c'était un immense plaisir aujourd'hui d'avoir reçu Webster, qui allie lui-même le côté artistique, écrivain, conférencier. Donc on a parlé de son parcours, des débuts à maintenant, puis de l'empreinte aussi qu'il a laissé dans cet environnement hip-hop. Surtout, n'oubliez pas de suivre Webster sur ses différents réseaux. Sur Instagram, est-ce que y a-t-il un réseau social que... Ouais, écoutez, vous verrez pas grand-chose. Là, je suis pas très assidu sur le posting. Il y a Facebook, Webster LS, Instagram, Webster LS. Puis si vous m'écrivez, soyez pas surpris d'avoir une réponse peut-être un mois ou deux, de toute façon, plus tard. De toute façon, nous on fera notre part et on ajoutera aussi sur la bio là les informations et au moment de l'émission aussi pendant le partage. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Encouragez-nous, mettez un pouce, mettez un like. On veut vraiment apporter une empreinte aussi positive, peut-être pas à la hauteur de Webster, non, mais on essaie de faire tous notre part de ce que j'ai retenu du message. À Francosphère, chaque histoire est une inspiration et chaque invité est une révélation. On se retrouve au prochain numéro. Merci.